Sénateurs, mesdames et messieurs, chers amis. Alors les Français sont inquiets pour leur retraite. Il y a ceux qui craignent une diminution de leur pension, et il y a ceux les plus jeunes qui se demandent au fond tout simplement s'ils auront une retraite un jour. Cette inquiétude, évidemment, je la partage, le gouvernement la partage, la majorité présidentielle la partage. Comment pourrait-il en être autrement alors que nos régimes sont aujourd'hui confrontés à un tel niveau de déséquilibre? Cette réforme, voulue par le président de la République, annoncée quasiment il y a un an, est donc un rendez-vous absolument capital. Il s'agit tout simplement non seulement d'assurer l'avenir de notre système de retraite, en rétablissant leur situation financière, mais également de redonner confiance aux Français dans l'un des éléments les plus essentiels de notre protection sociale. J'ai donc tendance à penser que ça fait partie de notre patrimoine social, le système par répartition. Je voulais vous remercier d'avoir organisé cette convention qui permet à notre famille politique de rassembler ses propositions. Mon cher Xavier, ce matin, il y a eu beaucoup de débats. Je n'ai pas pu y participer parce que j'étais avec le président de la République, mais ça a été des débats tout à fait éclairants. Et dans le cadre de la concertation que je poursuis avec beaucoup d'opiniâtreté, nous devons beaucoup écouter. Et dans le cadre de cette concertation qui se poursuit, en tant que ministre du Travail, auprès des organisations syndicales bien sûr, auprès des associations, des experts, mais aussi auprès des partis politiques. J'ai naturellement d'ailleurs rencontré l'UMP déjà, et j'aurai le plaisir, je l'imagine, si l'UMP le souhaite, rencontrer à nouveau l'UMP. Je tiens à dire d'ailleurs que s'il y avait une convention du Parti Socialiste sur les retraites, c'est avec grand plaisir, si j'étais invité, que j'irais m'exprimer dans cette convention du Parti Socialiste. Je tiens à le dire. Il y a des formations politiques dans lesquelles on se dit, qu'on est d'accord sur l'essentiel. Bon, grosso modo, c'est ce qu'a dit Martine Aubry en parlant de Dominique Strauss-Kahn, mais au fond, surtout pas sur les retraites. J'ai compris que l'essentiel n'était donc pas les retraites, ce qui est assez particulier. Et je suis fier, au fond, que dans notre formation politique, on soit vraiment d'accord sur l'essentiel, parce que, par exemple, on est d'accord, évidemment, sur la protection, la sauvegarde, le maintien de notre système par répartition. Cette convention le montre. La vision partagée que nous avons au sein de l'UMP est aujourd'hui une vision qui est riche d'avenir. Ce que nous voulons, c'est regarder la société française en face. Ce que nous voulons, c'est regarder la réalité en face. Ce que nous voulons, c'est que nos enfants ne soit plus, au fond, n'est pas moins que nous, mais est au moins autant que nous, sinon plus que nous. On ne doit pas faire payer le prix à nos enfants que nous n'accepterions pas de payer pour nous-mêmes. Ce que nous voulons, c'est que la retraite ne soit plus l'un des principaux sujets d'inquiétude des Français. Ce que nous voulons, c'est que la solidarité ne soit pas le prétexte pour vivre au crédit des générations futures. Et ce que nous voulons, c'est une société dans laquelle les générations ne soient pas égoïstes entre elles, mais généreuses entre elles. Le gouvernement n'a pas eu besoin de recourir à des concepts anglo-saxons, vous voyez, pour bâtir des grandes lignes de son projet de réforme. Il est vrai que nous avons en matière de réforme des retraites une certaine expérience. C'est la droite qui est à l'origine de toutes les grandes réformes des retraites de ces dernières années. 93, 2003, 2007. 3 dates qui nous ont permis d'accomplir une part très significative du chemin. Où serions-nous d'ailleurs aujourd'hui si notre formation n'avait pas à chaque fois osé agir? Alors une nouvelle fois, notre majorité va prendre ses responsabilités. La réforme, elle est nécessaire et nous le ferons, et nous la ferons, parce qu'elle est dans l'intérêt de tous. Il n'y a pas d'idéologie derrière tout cela. Il ne peut pas y avoir d'idéologie. Il ne peut pas y avoir non plus de démagogie. Il ne peut y avoir que de la responsabilité. Nous avons mis sur la table un document d'orientation qui précise les convictions du gouvernement, laisse ouvert ou entrouvert un certain nombre de pistes et en ferme d'autres. C'est notre responsabilité que de le faire. En quelques mots, brièvement, nous redonnerons un avenir à nos régimes de retraite en regardant cette réalité en face, en osant en réalité aborder les vraies questions et non pas celles que l'on préférerait avoir à traiter. Ce serait tellement plus simple le monde dans lequel on préférerait vivre. Il faut regarder les choses telles qu'elles sont pour les changer. Et le principal problème des retraites, c'est la démographie. Alors logiquement, la principale réponse du gouvernement, c'est une réponse démographique. L'objectif du gouvernement, c'est de garantir l'équilibre de nos régimes de retraite à moyen terme, dans une échéance que nous préciserons lorsque on parlera de l'avant-projet. Nous ne voulons pas baisser les
ne veut pas baisser les déficits des retraites. On ne veut pas baisser le déficit des retraites. On veut équilibrer le système de retraite. C'est très différent. Nous voulons annuler les déficits des retraites. Déficit zéro. Voilà l'engagement du gouvernement dans le domaine des retraites. Pour y parvenir, il y a aujourd'hui deux réponses, pour faire schématique. La première, c'est la nôtre. C'est celle que nous partageons ensemble. C'est celle qui consiste à tirer les conséquences du fait que nous vivons plus longtemps. L'espérance de vie a augmenté de 15 ans depuis 1950. C'est évidemment d'abord une superbe nouvelle. C'est une magnifique nouvelle. Au fond, au commencement de cette affaire, il y a une très très belle nouvelle, c'est qu'on vit plus longtemps. Imaginez le contraire. Non mais imaginez 2 minutes. Nous vivons plus longtemps, c'est notre société, elle vit plus longtemps. L'Europe vit plus longtemps. Et les Français ont une moyenne d'âge, évidemment, en général plus élevée que la moyenne d'âge qui est connue en Europe. Et tout le monde le reconnaît. Alors, à partir du moment où on vit plus longtemps, et où on vit plus longtemps en bonne santé, je tiens aussi à le dire, on vit plus longtemps aussi en bonne santé, on peut profiter de la vie. Cette bonne nouvelle, elle doit évidemment pas nous exonérer de réfléchir à l'utilisation de ce temps supplémentaire. Dans un système de répartition comme le nôtre, la pérennité du système dépend de l'équilibre entre le temps qui est passé au travail et celui qui est passé à la retraite. De l'équilibre entre ceux qui travaillent et ceux qui sont à la retraite. Nier cette réalité, pas la voir, pas vouloir la regarder, c'est tout simplement nier le fonctionnement même du système par répartition. Je vois bien que certains ne parviennent pas à demander explicitement aux Français de travailler plus longtemps. Il est vrai que c'est toujours plus agréable et souvent plus facile pour un homme ou pour une femme politique d'exprimer ou de leur exprimer, d'exprimer aux Français que leur avenir c'est de travailler moins longtemps. Mais c'est pas vrai. Et imaginez la difficulté au fond pour quelqu'un qui a expliqué pendant des années que l'avenir de la France était de travailler moins. Je veux dire Martine Aubry. C'est pour ceux qui ne comprennent pas, j'essaie de traduire. Mais non, je suis pas vexant, je sais jamais, c'est juste après le repas. Mais si tous les pays qui ont un régime par répartition ont augmenté la durée d'activité, tous les pays, si tous ont privilégié cette réponse démographique, c'est bien qu'il doit y avoir un certain bon sens à dire que si l'on vit plus longtemps, on doit aussi travailler plus longtemps. Une partie du Parti socialiste, à vrai dire, en est convaincue et le dit aujourd'hui franchement, même à Paris ou à Lyon, enfin je veux dire sans être nécessairement installé à Washington. Il leur faut, au fond, bien du courage. D'ailleurs, pour slalomer comme ça au milieu des tabous, des symboles, des dogmes dont leurs collègues leur rappellent à longueur de journée, qui sont au fond le fondement du Parti socialiste, je leur dis tenez bon, car vous êtes dans le vrai, c'est-à-dire celui de la responsabilité. Cette division du Parti socialiste est beaucoup plus profonde qu'il n'y paraît parce qu'elle reflète une approche qui est très différente des défis auxquels la société française est confrontée. Il y a ceux qui ont compris l'ampleur du défi démographique, que ce soit en matière de retraite, mais également en matière d'assurance maladie et de dépendance. Tout à l'heure, j'étais avec le président de la République, il a dit dans les groupes qu'il a rencontrés que la réforme à venir, après celle des retraites, c'était évidemment de s'attacher à régler le problème de la dépendance, qui est une question de responsabilité aussi collective. Et puis, il y a tous ceux qui disent cela, puis tous ceux qui le nient. Et ceux qui le nient, logiquement, se réfugient où? Ils se réfugient dans l'impôt. La réponse du secrétaire ou de la secrétaire du Parti socialiste au défi démographique, c'est l'impôt. L'impôt pour la retraite aujourd'hui, et puis ensuite pour la maladie, et puis ensuite pour la dépendance. La société du CARE, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais version Parti socialiste, je le dis, franchement, c'est la société de l'impôt. Voilà le fond du concept anglo-saxon. C'est déjà pas valable pour les Américains, il n'y a aucune raison d'être valable pour les Français. C'est un concept revisité par les socialistes, les impôts dans tous les sens et pour tout le monde. Pour le salarié avec au fond un énorme signe moins sur sa fiche de paye pendant 10 ans, pour l'entreprise qui sera taxée quelle que soit sa taille, pour le petit épargnant qui est considéré comme une cible. Vous étiez inquiet pour votre retraite, eh bien inquiétez-vous aussi pour votre pouvoir d'achat et pour votre emploi, car le choc fiscal avec le Parti socialiste sera massif, il sera frontal. Pour notre part, nous n'avons pas dit, et nous l'avons bien écouté avant de le dire, nous n'avons pas dit qu'il n'y aurait pas un euro supplémentaire de recettes. Nous avons au contraire indiqué qu'il y aurait, au nom de l'équité, une contribution des hauts revenus et des revenus du capital. Mais ces recettes sont un élément complémentaire de la réforme et pas son élément central. Si c'est le contraire, on se trompe de réforme. L'élément central, c'est l'augmentation de la durée d'activité. Ceux qui vous disent le contraire produisent au fond de fausses réponses, de fausses propositions qui ressemblent à de la fausse monnaie. La première secrétaire du PS nous dit qu'avec ces 37 milliards d'impôts, le problème des retraites sera largement réglé.
Moi, je suis persuadé qu'elle n'y croit pas elle-même. J'en veux pour preuve les propos incroyables sur la loi Fillon qu'elle tient. Elle accuse en réalité cette loi de tous ses maux et de tous les maux, mais elle indique qu'elle la respectera à la lettre, ce qui veut dire concrètement qu'elle laissera la durée de cotisation augmenter, c'est le principe même de la loi Fillon, tout en contestant la nécessité de travailler plus longtemps. Qui comprennent pourra, enfin, tout est dans ce moment-là, je sais plus. Je suis un peu dépassé par les propositions du Parti socialiste. La réforme des retraites est donc un système et vraiment un sujet de vigilance pour nous-mêmes, pour les Français. C'est au fond d'eux-mêmes, je pense, que les Français savent bien que l'inertie serait la pire des réponses, que le statu quo n'est évidemment pas une option. Mais ils attendent dans la réforme, je le sais, à la fois de la justice, de l'efficacité bien sûr, mais de la justice et de l'équité. Et cette réforme, je le dis très solennellement, sera juste et sera équitable. Et aujourd'hui, je veux rassurer ceux qui ont peur d'une réforme brutale. Je pense aux salariés âgés, ceux qui sont à quelques mois de la retraite. En général, d'ailleurs, un salarié âgé est un vieux travailleur, le vendredi. Et le lundi, c'est un jeune retraité. C'est sur les mystères de l'âge. En tout cas, je le dis, ceux qui sont pas très loin aujourd'hui de la retraite et qui craignent que leur projet de vie change du tout au tout, je le dis et je le répète, la réforme sera progressive. Le changement s'étalera sur plusieurs années. Les règles changeront au fur et à mesure. Rien ne sera brutal, rien ne sera soudain. Tous les salariés sauront à l'avance, au moment où nous présenterons notre réforme, au mois de juin, les règles qui s'appliqueront à eux. Tout cela sera transparent, progressif. Nous ferons les choses avec beaucoup de sérénité. Je pense aussi aux personnes qui ont plus de 60 ans aujourd'hui et qui ont décidé de continuer à travailler, donc qui n'ont pas pris leur retraite. La réforme, je vous le dis, ne vous concerne pas. Aucune règle ne changera pour vous, que vous soyez déjà à la retraite ou non, si vous avez plus de 60 ans. Vous êtes rentré sur le terrain, au fond, vous n'avez pas encore tout à fait eu le ballon, mais vous êtes rentré sur le terrain, donc on ne va pas changer les règles du jeu. Je veux rassurer aussi ceux qui ont peur que les pensions de retraite baissent. La France est l'un des rares pays d'Europe à avoir fait baisser la pauvreté des retraités à un tel niveau. On peut s'en enorgueillir. Et pour la première fois de l'histoire de notre pays, le niveau de vie des retraités est équivalent, voire même un peu supérieur, le pouvoir d'achat au fond des retraités est un peu supérieur à celui des actifs. Cette réussite est vraiment trop rarement soulignée, je trouve, et le gouvernement, notre gouvernement y a beaucoup contribué en revalorisant par exemple le minimum vieillesse de 25% sur le quinquennat de Nicolas Sarkozy. En 2012, ça fera 25%. Nous sommes aujourd'hui, au bout de 3 ans, à 15%. C'est la raison pour laquelle nous ne prendrons aucune mesure susceptible de faire baisser les pensions. Je le dis clairement, la baisse des pensions est une voie que le gouvernement n'empruntera pas. D'autres l'ont choisi en Europe. Regardez bien ce qui se passe ailleurs. D'autres l'ont choisi. Ils sont parfois d'ailleurs cités en exemple. Ce ne sera pas le cas en France. Les pensions ne baisseront pas, ni pour les retraités d'aujourd'hui, nous le disons dans le document d'orientation, ni pour les retraités de demain. Ce n'est en aucun cas une variable d'ajustement du système des retraites. Pour les retraités d'aujourd'hui, nous ne raboterons pas pour réduire les déficits et les pensions resteront indexées sur les prix, ce qui signifie concrètement que le pouvoir d'achat des retraités, évidemment, reste garanti. Pour les retraités de demain, sous l'effet de l'amélioration des carrières, le niveau des pensions va au contraire continuer de progresser. D'ailleurs, le Conseil d'orientation des retraites l'a lui-même bien montré, mais à une condition, que l'on réforme aujourd'hui pour éviter que l'on soit contraint un jour de baisser les pensions. Ce qui est en réalité terriblement inquiétant pour les Français, ce serait qu'il n'y ait pas de réforme. Au contraire, on doit être confiant parce qu'il y a une réforme. Je veux rassurer aussi ceux qui ont une vie professionnelle plus dure que les autres et qui ont peur de ne pouvoir travailler plus longtemps. Ceux qui ont commencé à travailler plus tôt que les autres, pourront toujours partir à la retraite avant les autres parce que c'est un élément indispensable de justice et de solidarité. Le dispositif carrière longue qui était mis en place par le gouvernement en 2003, le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin, et il y avait un rapporteur qui a fait son chemin depuis, Xavier Bertrand, le gouvernement a eu le courage de faire une réforme des retraites et a imposé ce dispositif de carrière longue. Il sera évidemment maintenu, il sera poursuivi. Je l'ai confirmé aux partenaires sociaux la semaine dernière. Juste entre parenthèses, le Parti socialiste n'a pas voté la réforme de 2003.
il s'est opposé au système des carrières longues. Non mais il faut revenir à quelques vérités historiques quand même, je tiens quand même à le dire. Si. Mais ceux qui ont une vie professionnelle plus dure que les autres, il y a l'autre versant des choses. Vous avez travaillé plus longtemps parce que vous avez commencé plus tôt. Et puis vous avez une vie professionnelle plus dure que les autres. Parfois c'est les mêmes, mais ce n'est pas toujours les mêmes. Sans avoir commencé donc à travailler plus tôt. Ils doivent aussi avoir une réponse. Cette réponse, et je sais que l'UMP travaille ardemment sur le sujet, c'est la reconnaissance de la pénibilité. Je l'ai dit dès le départ, nous l'avons réinscrit dans notre document d'orientation, nous allons l'intégrer dans la réforme. Nous nous appuierons sur la définition des partenaires sociaux, qui ont privilégié l'approche par les facteurs d'exposition, c'est la seule approche aujourd'hui possible. Je veux également rassurer les salariés âgés qui ont le sentiment de ne pas avoir leur place dans les entreprises. On les appelle les seniors. L'emploi des seniors ne doit pas être le prétexte pour ne pas réformer les retraites. On me dit parfois, mais regardez, il y a des personnes qui n'arrivent pas à trouver de boulot à 52, 53 ans, ils sont exclus du marché du travail. Nous le savons, nous faisons tout pour éviter cela. Le gouvernement a d'ailleurs permis d'augmenter le taux d'emploi des seniors. Sous Martine Aubry, il avait baissé. Je ne fais pas de fixation, mais c'est quand même la réalité. Je referme à chaque fois la parenthèse. Ce n'est pas dans le discours tout ça, mais je quand même veux le dire. Parce que l'emploi des seniors, c'est quelque chose de majeur. Mais si on nous dit, pour réformer les retraites, il faut évidemment que vous ayez d'abord réglé le problème de l'emploi des seniors, ben j'aime autant vous dire qu'on va passer un tout petit peu de temps et qu'au fond, ce sera contre-productif pour les seniors eux-mêmes. La France n'a pas un problème avec le taux d'emploi des seniors, d'ailleurs en général. Mais essentiellement, d'ailleurs, à partir de 58 ou à partir de 59 ans. Avant cet âge, la France est dans les premières positions en Europe, entre 50 et 55 ans, en termes d'emploi des seniors, ou dans la moyenne, entre 55 et 59 ans. Il est clair cependant qu'il faut évidemment continuer à avancer. C'est une préoccupation du gouvernement absolument majeure. J'ai vu que c'était une préoccupation de l'UMP et j'en suis évidemment très satisfait. À tous ceux qui ont eu le sentiment de quitter au fond l'entreprise trop tôt, qui considèrent que l'entreprise ne tient pas suffisamment compte de l'âge dans la manière de faire travailler les gens ou qui se sont retrouvés en réalité au chômage à la fin de leur vie professionnelle, nous serons, et je le dis, très précis sur cette question dans le projet de loi. Et je veux dire en particulier aux salariés âgés qui sont actuellement au chômage, que je proposerai dans le cadre de la réforme un dispositif permettant d'éviter que l'augmentation de la durée d'activité ne les conduise à rester plus longtemps au chômage et donc à y perdre financièrement. Je veux rassurer aussi les jeunes qui craignent que l'évolution des règles de retraite ne leur soit défavorable. Je veux d'abord leur dire que la pire des réponses pour eux, c'est elle qui passe par l'augmentation générale des impôts, car ils paieront ces augmentations pendant 40 ans. J'ai bientôt fini, vous inquiétez pas, je vois. Non, je vous assure. Ce que propose le Parti socialiste est même pire, puisque l'augmentation des cotisations salariales, puisque dans la proposition il y a une augmentation des cotisations salariales de tout le monde, des entreprises comme des salariés pendant 10 ans, signifie concrètement un impact négatif sur leur salaire net pendant 10 ans. Et je veux également dire aux jeunes qui regardent cette réforme des retraites que nous leur garantirons le bénéfice de tous les mécanismes de protection que la France a construits au fur et à mesure pour faire face aux aléas professionnels. Nos régimes de retraite protègent contre les conséquences du chômage, de la maladie, du temps partiel subi ou encore de la maternité. Tous ces mécanismes de solidarité qui sont au cœur de notre système par répartition, on l'oublie parfois, tous ces mécanismes de solidarité évidemment seront préservés. C'est essentiel parce que l'entrée des jeunes sur le marché du travail est aujourd'hui beaucoup plus difficile que du temps de leurs parents, notamment parce qu'ils sont beaucoup plus souvent confrontés au chômage, au temps partiel ou au contrat à courte durée. Et à ce titre, je me suis engagé dans le cadre de la réforme à améliorer certains de ces mécanismes, notamment la couverture du chômage non indemnisé, auquel les jeunes sont fréquemment exposés. Je veux aussi rassurer les femmes qui se demandent si les écarts de pension de retraite, elles connaissent aujourd'hui un écart de pension de retraite avec les hommes, donc je veux rassurer les femmes pour leur dire que c'est évidemment pas un horizon indépassable, c'est pas insurmontable que d'avoir tant d'injustices dans la société française entre aujourd'hui, dans la vie professionnelle entre les hommes et les femmes. L'augmentation du travail des femmes et les mécanismes de protection contre les aléas de carrière qu'offrent nos régimes de retraite ont permis déjà de réduire considérablement les écarts de durée de cotisation.
On le voit quand on prend, en fonction des années de naissance, on voit que ces écarts ont bougé et qu'au fond les femmes maintenant ont quasiment plus de trimestres que les hommes. Mais le vrai problème, c'est que les écarts de salaire, eux, ils n'ont pas disparu. Loin de là. Or, ils constituent désormais la principale explication à l'écart de pension de retraite entre les hommes et les femmes. Les entreprises devaient ouvrir des négociations sur ce sujet. Force est de constater que ça n'a pas toujours été le cas. Et à côté des retraites, il y a donc ce gigantesque sujet de l'égalité salariale entre les hommes et les femmes qui reste définitivement à traiter. Et je m'engage à le faire avancer de manière très concrète dans les prochains mois parce que la situation actuelle et l'absence d'avancées concrètes depuis la loi de 2006 sont tout simplement inacceptables. Enfin, je veux rassurer les fonctionnaires dont les règles différentes de retraite ne sont pas caricaturées. L'augmentation de la durée d'activité on augmentera l'augmentation de la durée d'activité, quelle que soit sa forme, sera appliquée à tous les actifs du secteur public comme du secteur privé. C'est un élément essentiel de justice et d'équité. Les fonctionnaires, mon cher Georges Tron, ont néanmoins des règles de retraite qui restent différentes sur un certain nombre de points. Le gouvernement refuse absolument qu'on oppose une France à une autre. Ce n'est pas parce qu'il y a des différences qu'elles sont inéquitables, par nature. Et parallèlement, ce n'est pas parce qu'il y a des différences qu'elles sont justifiées par nature. La méthode qu'a retenue le gouvernement sur ce sujet, c'est d'analyser avec les partenaires sociaux, avec les organisations syndicales de la fonction publique, chacune de ces spécificités, afin d'en éclairer à la fois l'origine et à la fois la pertinence. Certaines sont totalement justifiées. La carrière n'est pas la même, la façon d'entrer dans la fonction publique n'est pas la même, les règles d'évaluation ne sont pas les mêmes, d'autres sont probablement moins justifiées. Les premières seront maintenues, les secondes évolueront. Enfin, je veux rassurer tous les Français qui craignent que les règles de retraite soient, après la réforme, encore plus complexes qu'aujourd'hui. Je suis conscient de cette complexité. Croyez-moi, quand on se plonge dans le dossier, on s'aperçoit de cette complexité. J'en ai longuement discuté avec les partenaires sociaux et j'ai pris avec eux l'engagement de poursuivre le mouvement de simplification qui a été engagé en 2003. Dans le cadre de la réforme, le gouvernement proposera par exemple, mais là-dessus les choses peuvent aussi évoluer, mais nous le disons dans notre document d'orientation, un point d'étape retraite à 45 ans, afin que chacun puisse anticiper ses futurs droits à la retraite et puisse en conséquence faire des choix, puisse orienter les choses. 55, c'est trop tard. Donc il faut le faire plus tôt. Par exemple, racheter des trimestres de retraite de manière anticipée ou obtenir des conseils sur la meilleure façon, au fond, d'optimiser sa retraite. Il faut le faire de bonne heure. Il faut donc être transparent de bonne heure. Voilà, nous faisons cette réforme pour que la répartition et la solidarité restent réellement au cœur de notre système de retraite. Nous n'allons pas redonner un avenir à un système moins généreux. Nous allons donner un avenir au même régime qu'aujourd'hui, au régime de retraite par répartition, au régime qui fait la force de la France, c'est-à-dire la solidarité entre les générations, à ce régime qui protège tous ceux qui traversent des moments difficiles sur le marché du travail, à ce régime qui offre des protections qui, dans bien des cas, n'ont aucun équivalent en France. C'est une réforme d'une importance déterminante pour notre protection sociale. Elle est au cœur de notre protection sociale. Elle peut rassembler bien au-delà de notre formation politique. J'en suis persuadé et j'en reste persuadé parce qu'elle concerne une réalité incontestable. C'est tout simplement l'allongement de notre vie. Cette réforme, nous l'aborderons et nous l'abordons avec réalisme, avec responsabilité et justice. Nos objectifs sont sur la table, nos engagements aussi, je les ai présentés longuement dans notre document d'orientation. J'entends parfois dire que certains dés sont jetés, que le gouvernement a déjà absolument tout décidé. Il n'en est rien, et croyez-moi, je suis bien placé pour le savoir. Il n'en est rien. Il reste beaucoup à décider, beaucoup à discuter, beaucoup à concerter. Nous n'avons pris aucune décision, nous avons donné des orientations, et des orientations précises, bien évidemment. Alors bien sûr, moi, j'empêcherai jamais personne de prophétiser. Il y a toujours dans la réforme, au fond, d'ampleur, des sachants, des demi-sachants, des quarts de sachants, enfin, etc. Des personnes soi-disant bien informées, mieux informées que moi, qui connaissent les futures décisions. Bon. Mais en réalité, ça fait partie du débat. Ça fait partie du débat. Et c'est ça ce qui est bien. Nous avons déclenché un débat sur les retraites avec tout le monde, avec tous les Français. Et au fond, acceptons que chacun y aille de son petite idée pour sauver le régime des retraites. Moi, je prends ça comme une véritable force. Nous, on a des grands radars, des grandes oreilles, on écoute tout ce qui se dit, et puis on oriente au fur et à mesure du temps, et puis on discute avec les partenaires sociaux.
Personne n'est le porte-parole du gouvernement. Enfin, à part Luc Châtel, bien sûr. Mais définitivement, me fait fâcher. En tout cas, personne n'est le porte-parole du gouvernement, évidemment, sur ce sujet. Et ne croyez, au fond, que ce que vous lisez. Croyez ce que dit le président de la République, croyez ce que dit le Premier ministre, croyez ce que dit aussi, éventuellement, si vous le voulez bien, le ministre chargé du sujet. Quand je dis éventuellement, non, croyez-moi. Acceptez le débat. Acceptez le débat. Acceptez le débat. Ne croyez pas que les choses soient verrouillées. Elles sont aujourd'hui engagées et ne croyez rien d'autre. Notre calendrier, évidemment, on le respectera. On a défini un calendrier. Il était beaucoup trop rapide auparavant. Il est beaucoup trop long maintenant. Ça doit être le bon. En tout cas, il est absolument cohérent avec notre méthode. C'est celle d'une concertation large, nourrie, bien sûr, extrêmement nourrie. J'ai même M. Thibault qui a dit qu'il était mon porte-parole. Il a dit, je sais que le ministre m'a dit que. Moi je dis, mais non, je n'ai jamais dit ça. Je ne suis pas totalement. Non, j'ai jamais dit ça. Et après il a dit, ouais, mais il l'a pensé tellement fort. Nous ne sommes pas en mode de communication Bluetooth. Et donc nous présenterons ce projet de réforme à la mi-juin, avant le Conseil des ministres, qui aura lieu évidemment au mois de juillet. Comme l'a dit le président de la République, nous respectons bien évidemment cela. Et la discussion, mesdames et messieurs les députés, mesdames et messieurs les sénateurs, aura lieu devant le Parlement, tout de suite, à la rentrée, très tôt, au mois de septembre. D'ici là, la concertation continue comme jamais. Je m'y emploie pleinement. C'est une grande fierté pour moi de m'occuper de cette réforme, parce que je crois réellement que c'est une réforme de société. Le Parti socialiste l'a transformée en réforme comptable. Les impôts, c'est de la comptabilité. Le Parti socialiste l'a transformée en réforme comptable. Nous la transformons en une vraie réforme, c'est-à-dire une réforme de société. Merci. Voilà, c'était donc l'intervention d'Éric Woerth, le